Salut tout le monde. Bon, je pense que vous l'aurez compris à ce stade d'existence de la chaîne, et pour les éventuels nouveaux venus, c'est toujours bon de le dire, mais j'adore les cartoons de l'âge d'or. Cependant, il est vrai que je me suis surtout attardé sur certains d'entre eux, et qu'il demeure toute une variété en dehors de mon périmètre habituel de discussion sur ma chaîne. En partie parce que je ne suis pas aussi familier avec ceux-là que je peux l'être avec les Looney Tunes, Tom et Jerry et autres Tex Avery, mais ça ne signifie pas que je les ignore. J'adore également le travail qui se faisait du côté de légendes de l'animation et de studios tels que George Pal, Ub-Iwerks, les cartoons de chez Columbia, Van Buren, et en particulier le travail des frères Fleischer, que ce soit Superman, Betty Boop, Coco le clown, mais surtout le marin grand amateur d'épinards, Popeye. Bien que Popeye ne soit pas une création propre aux frères, apparu dès 1929 dans des comic strips avant de devenir une vedette du cartoon dès 1933, ces cartoons sont empreints de la richesse de leur direction, bardés de surréalisme, mais tout de même avec une portée plus accessible pour rendre ces aventures aussi fournies d'inventivité que constamment divertissantes. Ce qui est plutôt pas mal pour un concept a priori routinier tel que Popeye affronte un rival ou des méchants dans un décor particulier. Il se défend en mettant à se faire malmener avant de sortir sa boîte d'épinards salutaire pour se confier une force surhumaine lui permettant de flanquer à ses opposants la dérouillée cathartique. Évidemment, ce n'est pas la seule chose constituant ces cartoons, mais ça faisait partie de ce qui permettait à ce personnage de se forger une notoriété auprès d'un public avide de héros inspirants dans des contextes comme celui de la Grande Dépression et ses retombées ou la Seconde Guerre mondiale plus tard. Et aussi d'être toujours reconnu au moins de nom aujourd'hui. Notamment parce qu'il est finalement plutôt simple à identifier. Tu entends Popeye, tu te dis généralement, bah oui, c'est ce gars qui mange des épinards pour avoir une force colossale et sauver sa dulcinée d'une mauvaise situation, non? Pour autant, Popeye est un de ces personnages semblant être tombé en désuétude, majoritairement parce que les gens en charge du personnage et son petit univers s'occupent plus du côté bénéficiaire côté merchandising que d'une approche à grande échelle. Un peu à l'instar de Woody Woodpecker, ça semble plus sécure de coller son visage sur une assiette ou un t-shirt et d'en tirer quelque chose que de miser sur une production télévisuelle ou cinématographique au risque de ne pas performer assez pour rentabiliser ce qui a été investi dedans. Je veux dire, même pour des personnages encore plus connus, ça reste un territoire relativement frileux à explorer, le cinéma. Ceci dit, c'est pas faute d'avoir essayé. Et oui, je sais qu'il y a le film de Robert Altman avec Robin Williams, mais ça commence à remonter 46 ans. Dernièrement, la tentative la plus fameuse, s'étant soldée par un beau fiasco, c'est sans doute l'adaptation préparée par Sony Pictures Animation et dirigée par le hautement talentueux Genndy Tartakovsky. En termes d'opportunités manquées, c'est une production qui a fait parler d'elle plus d'une fois, et dont la gestion chaotique a ouvert la voie à moult spéculations plus ou moins fondées quant à ce qui a finalement mené le projet à sa perte. Encore aujourd'hui, il arrive que de fausses rumeurs se propagent, à ma grande frustration. C'est pourquoi un petit récapitulatif s'impose afin de démêler le vrai du faux dans cette affaire et ce qui faisait que le Popeye de Genndy Tartakovsky fonçait droit dans le mur. Mais comme de coutume, comprenons d'où c'est parti en retournant vers le commencement. Non, pas de cette façon. L'annonce générale du développement d'un film d'animation Popeye par Sony Pictures Animation s'est faite en mars 2010. À l'époque, on n'avait pas encore de réalisateur connu et aucune mention de Genndy Tartakovsky, mais on savait que le projet allait être produit par Avi Arad, un nom qui fait frémir plus d'un fan de comics encore aujourd'hui. Et Mike Jones, futur co-scénariste de Saul, Lucas et Elio, rien que ça, était en négociation pour écrire le script. Pour qu'au final, Jay Sherrick et David Ron se voient confier la tâche de l'écriture lorsque le projet semble quitter le stade embryonnaire en novembre 2011. Sherrick et Ron, à qui l'on doit notamment le scénario d'un autre film de Sony Pictures Animation, Les Schtroumpfs. Ouais, je sais, c'est moins sexy, mais on est encore relativement au début. Ce n'est qu'en juin 2012 que l'on apprend que Genndy Tartakovsky a été choisi pour réaliser le film, qui a toujours Avi Arad en producteur. Je le répète parce que c'est un nom qui va revenir quelques fois. Tartakovsky venait de réaliser le premier film de la franchise Hotel Transylvanie, qui allait sortir quelques mois après cette annonce, et le studio était emballé à l'idée de lui confier d'autres films, dans ce qui s'annonçait être le début d'une belle amitié entre l'artiste et Sony Pictures Animation. Surtout vu que Genndy est le réalisateur qui a su faire quelque chose du projet Hotel Transylvanie, dont la production avait débuté dès 2006, et a été l'équivalent d'une patate chaude relâchée par 5 réalisateurs successifs. Plus spécifiquement, il avait déjà signé pour 2 films supplémentaires après le clap de fin de la production d'Hotel Transylvanie. Ce Popeye, donc, est un film original basé sur une idée propre à Tartakovsky, une comédie familiale d'après l'article source. Pour Popeye, le plan du réalisateur était de le faire aussi malin et irréaliste que possible. Remember when we finished Hotel Transylvania and I was sitting in the movie theater watching kids and adults all laughing at the physical humor. I realized what better character to go into that world than Popeye. Bref, le projet semblait s'être vraiment lancé. Tartakovsky s'entoure de ses fidèles artistes, dont le directeur artistique Scott Wills et le chara-designer Steven De Stefano, et le film obtient même une première date de sortie peu de temps après, qui était le 26 septembre 2014. Puis vint l'année 2013. Et là,
c'est le drame. C'est bien à partir de cette année qu'on met véritablement les mains dans le cambouis. L'un des premiers signes de l'apocalypse s'est manifesté en mai 2013, lorsque le défunt blog A113 Animation, oui je prononce à la française, on s'en fiche, rapporte le décalage de la date de sortie du film à une date ultérieure, passant de septembre 2014 à une date non spécifiée en 2015. Les gérants du blog ont contacté le service des relations publiques de Sony pour une précision, et ils ont répondu ceci. Popeye demeure un projet prioritaire pour Sony Pictures Animation. Nous développons activement un scénario qui va introduire ces personnages chéris à une toute nouvelle génération. Bien qu'il n'y ait pas encore de raison claire de sonner l'alarme, cette affirmation amorce déjà un certain précédent quant à la bataille qui va se produire pour essayer de faire pleinement décoller le projet. Car nous en savons beaucoup à propos de la production du film en détail durant l'année 2013, grâce à, ou dépendant du point de vue à cause, du grand hack de Sony en 2014, ayant permis à des milliers de mails, de documents et plus encore de fuiter des ordinateurs de la compagnie. Et parmi toutes ces informations toujours stockées sur le site de Wikileaks, nous avons une certaine quantité de mails informant de l'avancée brinque-ballante du développement du film, mise en valeur par des conversations entre producteurs, directeurs et artistes. Il y a beaucoup de documents, donc ne m'en voulez pas si je survole quelque chose par accident. Mais le plus ancien mail sur la question que j'ai pu trouver résulte d'un échange entre Avi Arad et la personne qui aura sans doute été la plus difficile à convaincre quant à la rentabilité potentielle du projet, celle qui fut la vice-présidente de Sony durant cette période, Amy Pascal. Le mail datant de novembre 2013 semble indiquer des inquiétudes émises par Pascal, auxquelles Avi Arad répond ceci. Je veux vous assurer que nous avons clairement entendu vos notes. Nous allons affiner l'émotion et ce que nous avons besoin d'être la conclusion de Popeye. Le film devrait être un film d'action-aventure. Je ne pense pas que ça devrait être à propos de la ville, mais à propos des hautes mers. Je pense que les recherches de Nielsen le confirment. La marque est fantastique, le public la reconnaît, et tandis que nous développons notre projet, la valeur de la marque va nous aider. Soyez patiente, il est parfois difficile d'obtenir l'émotion avec certains cinéastes, mais avec l'aide et l'effort de tout le monde, je sais qu'on y arrivera. Cet échange semble indiquer que Pascal n'était pas sûr d'à quel point l'audience connaît la marque Popeye, et qu'elle pensait qu'il y avait des choses à revoir dans le film au point d'évoquer des inquiétudes auprès du producteur. Peut-être les premiers signes connus que le projet était en eau trouble, parce que bon, il s'agit de convaincre les hauts placés dans le business. Le second mail le plus ancien que j'ai trouvé qui explicite la situation compliquée vient d'un échange direct entre Gandhi et les patrons Pascal et Michael Linton, directeur général de Sony à l'époque. Alors je ne vais pas détailler toutes les conversations, parce que bon, le but n'est pas de faire une vidéo de plusieurs heures évoquant chaque mail de Gandhi, artiste qualifié dans le milieu, défendant son projet auprès des patrons forts de sa riche expérience en tant qu'artiste et cinéaste. Au pire, vous aurez tous les liens dans la description. Mais dans ce mail-là, il y a un passage en particulier qui m'a interloqué. Vous mentionnez que l'une des seules raisons faisant que vous êtes impliqué dans Popeye est ma présence. C'est là que je veux que vous me fassiez confiance pour livrer un film divertissant, drôle et touchant qui aura un grand succès au box-office. Ce passage du mail certifie l'un des problèmes majeurs de cette collaboration. L'un des deux côtés ne voit clairement pas le potentiel d'un film Popeye au cinéma sans leur intervention, ce malgré les réponses positives des gens assistant aux projections tests. Mais ils valorisent clairement le fait d'avoir quelqu'un comme Genndy Tartakovsky qui travaille pour eux. Quelques mails qui suivent sont des échanges entre Genndy et les producteurs/directeurs pour affiner le projet et parvenir à contenter tout le monde, dont toutes les infos ne sont pas disponibles car écrites sur des documents attachés qui n'ont pas fait partie des fuites pour autant que je sache. Ou peut-être que si, mais encore une fois, je n'avais pas l'intention de fouiller parmi des milliers de documents. Mais un mail datant de février 2014 venant d'Amy Pascal et envoyé à plusieurs hauts placés de Sony parlant des projections et sorties à venir mentionne au milieu « À propos de Popeye, il faut que nous décidions si nous allons de l'avant avec une sortie pour 2016. » Ce qui est annoncé de manière publique en mars de cette même année, planifiant officiellement le film pour 2016, tandis que Genndy est annoncé comme réalisateur pour Hotel Transylvanie 2 en parallèle. Cependant, Pascal continue d'émettre des réserves peu encourageantes quant au projet. Toujours en février, elle partage auprès des producteurs ses remarques quant à la version du film en cours de développement. Les hauts placés qui dictent ce qui devrait être dans un film ou pas, c'est pas neuf, je me doute. Mais tout de même, certaines suggestions de Pascal étaient... pas glamour. Il faut qu'on en fasse un Popeye nouvelle génération, et non pas qu'on se repose sur le facteur nostalgique, parce que je crains que ça jouera en notre défaveur. Faites en sorte que le film soit au jus et moderne, même si le voyage du héros est vieux d'un millénaire. Sinon, moi, ce que je vous propose, c'est que vous preniez ces suggestions et que vous les enfonciez dans le 4 avril 2014, une nouvelle conversation entre Amy Pascal et Bob Osher, président de Sony Pictures Digital et donc superviseur de Sony Pictures Animation à cette époque, est nettement plus directe quant à ce qu'Amy pense du film. D'abord, elle laisse entendre qu'elle ne peut s'empêcher de penser au film avant de développer. Je n'aime pas vraiment l'histoire, mais j'adore l'animation. Bien que certains membres du collectif de Sony furent nettement plus enthousiastes quant au film, Pascal n'était pas toute seule dans sa froideur envers le projet. Peter Taylor, ancien président
président de la branche britannique de Sony Pictures, a déclaré après un meeting auprès des prochaines productions Sony Pictures Animation « Je n'arrive toujours pas à comprendre Popeye ». Au fur et à mesure, Pascal partage les plans pour les sorties Sony de 2016 à 2018. Et non seulement Popeye navigue entre 2016 et un décalage possible en 2017, mais c'est aussi accompagné d'un « si on le veut bien ». Le script du film était en pleine réécriture, tandis que les mails suivants évoquant la présence de Popeye dans l'agenda de Sony pour les années à venir s'accompagnent d'un point d'interrogation. La situation semble pédaler dans la semoule. Mais en septembre 2014, Sony dévoile publiquement un premier aperçu du film sous forme de test d'animation, introduit par Genndy Tartakovsky en personne. Possiblement pour rassurer à la fois les fans quant à l'avancement du projet et eux-mêmes quant au fait que ça peut trouver un public. Il est cependant affirmé qu'il ne s'agit en rien de quelque chose de définitif qui trouverait sa place dans le film final, et qu'il s'agit bel et bien d'un test pour cimenter la direction à prendre. Pour autant, les retours sont en général très positifs. L'élasticité de l'animation au service de fulgurance comique visuelle au timing ravageur a conquis un bon nombre de personnes, au même titre que l'enthousiasme et la nostalgie partagés par Genndy dans son introduction. Et ce n'est pas passé inaperçu auprès du conseil de Sony, qui se partage en interne les réactions des sites partageant la vidéo et les réactions des consommateurs, comme ils disent, sur YouTube, Twitter, Facebook et compagnie. Le ratio like-dislike est incroyablement haut. Il y a eu plus de 600 commentaires et ils sont dithyrambiques. Il y a également une tonne de commentaires disant à quel point ils adorent Genndy. La chaîne a cumulé plus de 3000 nouveaux abonnés depuis lundi dernier. Ça devrait être l'opportunité de relancer la machine, pas vrai? Après l'avoir plus ou moins officiellement délaissé et laissé tomber dans l'oubli. 2 jours après la publication du test, Avi Arad a envoyé ceci à Amy Pascal. Je veux juste m'assurer qu'on prête attention à Popeye. Très bonne surprise. Je sais pas, peut-être qu'on devrait le faire ce film. Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours aussi motivé, Avi partage à Amy un article des plus ravis écrit par l'historien fin connaisseur des cartoons de l'âge d'or Jerry Beck, en ajoutant « On tient un gagnant ». Enfin, le président de King Features de l'époque, T.R. Shepard, King Features étant les détenteurs des droits des personnages, ne cache pas son enthousiasme aux producteurs non plus. Au nom de Hearst et King Features, nous sommes absolument conquis. Je pense qu'il s'agit là de la confirmation que Popeye est aimé de tous, et que l'équipe de Sony avec l'excellence de Genndy est exactement ce qu'on voulait. Bref, tout le monde semble partant. Alors pourquoi ça n'a tout de même pas permis au film de décoller enfin? Dwight Keynes, ancien président de la branche marketing de Sony, a posé la question qui fâche quant à la viabilité du film en salle dépendant de l'audience, sachant qu'Internet ne représente pas tout le monde. Keynes se demandait effectivement ce que ça pouvait signifier pour l'audience familiale visée par le film, même si Bob Osher affirme que l'inquiétude de base était que le film n'attire pas l'audience autre que les enfants, et n'attire pas les personnes ayant grandi avec Popeye. Des inquiétudes qui, selon lui, ont été calmées par la réaction générale au test d'animation diffusé. Il n'empêche que la question a dû être également posée par Amy Pascal, qui, on le rappelle, voulait s'assurer que le film plaise au public de manière générale avec ses suggestions. Pour envenimer ce point de vue, elle envoie un mail au réalisateur Phil Lord pour demander son avis, qui est positif, mais qui s'accompagne de la question « Que pense le département marketing de la notoriété de la marque ?» Toujours dans les avis extérieurs, Ken Yu, autrefois directeur du département marketing de Walt Disney Studios en Taïwan, a donné un feedback après lecture du dernier script en date pour Popeye, globalement mitigé et qui se conclut par « On pense que le film ne marcherait que pour les très jeunes enfants en maternelle ». Les points de vue en interne continuent donc de diverger, Bob Osher continue de militer en faveur du film, soutenu par exemple par le directeur de BR Licensing Glenn Migliaccio, qui pense que le film pourrait être un vrai succès en Amérique latine, tandis qu'autrement, on ne sait pas encore où le caser dans le calendrier, ça parle de 2016 ou 2017. David Camino, ancien président du département stratégie marketing de Sony, rassure Michael Linton et Amy Pascal quant à la viabilité de la marque en octobre 2014, en leur partageant que d'après ses recherches, 40% de l'audience mondiale voudrait définitivement voir un film Popeye, et 31% supplémentaires seraient probablement intéressés aussi. Mais la situation continue de dérailler, et un mail intriguant envoyé par Amy Pascal à Bob Osher un jour après une nouvelle projection test du film interpelle. Je sais que la conversation d'aujourd'hui fut difficile, en plus de la pression liée à la projection de Popeye, et le fait d'être hors du bureau en ce moment est sans doute anxiogène. Mais c'est peut-être la meilleure chose à faire pour bien réfléchir et encaisser tout ce qui s'est passé durant la semaine dernière. Je sais à quel point tu es passionné à propos de Sony Pictures Animation, donc je suis certaine que c'est vraiment douloureux. Je n'ai pas trouvé de contexte à cette conversation, mais cette apparente discorde semble confirmer les complications subies par la production de Popeye. Dwight Keynes, bien que plutôt positif quant à cette projection, arrive à cette conclusion. Je ne suis pas sûr à qui ce film se destine. Et c'est le problème qui va continuer à paralyser la production. En novembre, David Camino mène 4 heures de focus group avec des audiences de différentes tranches d'âge et arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de réponse claire à la problématique. L'audience veut adhérer à ce qu'elle sait de Popeye, mais dans le même temps reconnaît que la marque a besoin d'un peu de modernisation. C'est cette dichotomie qui crée le problème principal avec le matériel qu'on a montré, et la compréhension du public vis-à-vis de ce que cette version cinématographique
cinématique va être et veut être. Les images et la courte présentation test ne nous ont pas nui, mais n'ont pas non plus permis de bien cerner la réaction du public face au projet dans son ensemble. Avi Arad envoie un mail à Pascal dans le même temps qui est assez explicite. J'étais présent hier pour les recherches autour de Popeye. J'aimerais vous donner mon analyse des réactions du public et comment je pense que nous pouvons surmonter le caractère schizophrène du film. Le film est dans une sacrée galère et face à tout cela, Pascal et Michael Linton semblent arriver à cette conclusion lors d'un échange par mail. Il faut qu'on en finisse avec Popeye la semaine prochaine et qu'on mette fin aux souffrances de tout le monde. Ce à l'insu du pauvre Avi Arad qui ne peut que demander à Pascal ce qui est en train de se passer avec le film. Bob Osher s'inquiète en sortant d'une conversation avec Tartakovsky et il partage ses pensées avec Pascal. Il a bien fait comprendre qu'il est concerné par le fait que si le studio abandonne Popeye, cela remettrait en question notre engagement envers l'animation et envers lui. Il a l'impression que ses idées originales ne verront jamais le jour, entre autres à cause de contraintes marketing. Il s'est vaillamment battu pour Hotel Transylvanie 2, en travaillant avec les remarques de l'équipe Sandler, y compris concernant ses choix pour l'animation. Je pense qu'un petit mot de soutien de ta part serait serviable. Pascal, de son côté, littéralement le jour d'après, partage plutôt ceci avec le conseil de Sony. Tirons-nous de Popeye et affrontons les conséquences. Les mails qui ont fuité s'arrêtent sur un échange informant Amy Pascal et Michael Linton que Genndy souhaite un entretien direct avec eux pour discuter de l'issue du projet Popeye. Et le hack de Sony a lieu peu de temps après. Pour le reste de l'histoire, c'est Genndy lui-même qui prend la parole pour indiquer comment les choses se sont déroulées de son point de vue. C'était en plein milieu du hack de Sony, et je sentais que quelque chose allait bientôt se produire. Après la projection, je n'ai pas eu de réponse de leur part, ce qui était bizarre car tout le monde était si enthousiaste. D'habitude, on se réunit, on discute et on échange des notes. Mais ils ont eu une réunion en secret, et c'est tout. J'ai juste reçu un coup de fil après pour me dire à quel point c'était génial, ce qui m'a toujours paru suspect. S'ils appellent juste pour vous dire que c'est génial, c'est que quelque chose se trame, parce qu'ils ne donnent aucun retour. Plus tard, je suis personnellement allé voir Amy Pascal, et je lui ai dit « Écoutez, je suis un grand garçon, je peux encaisser le coup. J'ai juste besoin de quelques informations. » Et elle m'a répondu « Écoute Genndy, on t'adore, mais on n'aime pas Popeye. » Résultat, le verdict tombe, en mars 2015, Genndy décide de s'écarter du projet Popeye, qui n'est pas encore officiellement enterré, mais que Sony essayait d'emmener dans une voie qui ne plaisait pas au réalisateur, ni à plusieurs personnes de son équipe, notamment Steven De Stefano, qui a fait part de quelques suggestions perchées des exécutifs en concluant que finalement, le projet a été tué dans l'œuf, avec l'un des exécutifs expliquant qu'il n'a jamais aimé le personnage de toute façon. La dernière fois qu'une annonce vis-à-vis du film est faite, c'est en janvier 2016, avec un communiqué indiquant la présence d'un nouveau scénariste pour réécrire le film. Mais c'est concrètement là que tout s'arrête pour l'aventure Popeye chez Sony. Tartakovsky, quant à lui, devait réaliser un projet original à la place, nommé Can You Imagine, qui est possiblement le second projet pour lequel il avait signé avec Popeye en 2012, et qui devait être un voyage fantastique à travers l'imagination d'un enfant, pour qu'au final ce projet ne se fasse pas non plus, et que Genndy fasse un Hotel Transylvanie 3 pour lequel il a carte blanche à la place. Ça a peut-être été pour lui l'opportunité d'évacuer la frustration de ne pas avoir pu délivrer la comédie qu'il voulait avec Popeye, en livrant un film hautement bancal, mais bardé d'énergie cartoonesque quasiment je m'en foutiste quand ça en vient au reste. Lorsqu'on l'a de nouveau interrogé sur la question en 2022, le mot de la fin est que, au bout du compte, il voulait un nouveau Popeye, et je n'étais pas disposé à aller là où il voulait que j'aille. Bref, un long chemin de croix que j'ai essayé de résumer de manière aussi exhaustive que possible, parce qu'encore aujourd'hui, il y a encore des on-dit erronés vis-à-vis de comment ça s'est passé. Je veux notamment parler du cas Le Monde Secret des Emojis, qui continue à porter le blâme de l'annulation de Popeye. Il faut savoir que peu de temps après le hack de Sony, son conseil a changé de manière drastique. Amy Pascal, la grande barrière restée infranchissable durant la production de Popeye, a quitté ses fonctions de vice-présidente de Sony en février 2015, et le poste vacant a été pris par Tom Rothman. Bob Osher, quant à lui, est renvoyé en fin de ce même mois, et Christine Belson est devenue la nouvelle présidente de Sony Pictures Animation depuis janvier 2015. La production du Monde Secret des Emojis, il faut savoir, est le résultat d'une bataille d'enchères entre divers gros studios, que Sony a remporté face à Warner Bros et Paramount. Ceci en juillet 2015, soit bien après que Genndy Tartakovsky a démissionné de Popeye, et donc dû aux décisions de membres du conseil qui ne sont pas les mêmes. Popeye était basiquement rendu au point mort à cause des décisions de Pascal et compagnie et des désaccords quant à la direction à prendre. Et le fait qu'il n'ait pas réussi à redécoller sous un nouveau management n'a rien à voir avec le film des Emojis, qui lui a vu son développement conçu rapidement pour un film du genre, en 2 ans seulement, afin de ne pas être trop daté. Comme le hack de Sony, il s'agissait surtout d'un cas de mauvais timing. Hein, quoi ? Ah non, ça reste un des pires films d'animation que j'ai jamais vu, c'est juste que je peux pas l'accuser de tous les maux. Vous l'aurez compris avec cette longue succession de mails que la situation était bien plus compliquée qu'un simple « on préfère produire un film sur les emojis plutôt qu'un film sur Popeye ». Même si oui, il y a bien une vision marketing qui a pas mal influencé les décisions prises et les inquiétudes survenues chez les exécutifs dont Amy Pascal. Le rapport du public vis-à-vis de ces héros de l'âge d'or semble compliqué, parce qu'il y a toujours ces interrogations type « est-ce que le public d'aujourd'hui serait prêt à découvrir ou redécouvrir des personnages comme Popeye si longtemps délaissés ?» Et
en même temps, le problème est là, c'est comment on les délaisse au lieu de perpétuer leur réputation auprès du grand public. Je ne pense pas que la réputation de ces personnages mourra définitivement, mais elle devient possiblement plus de niche, parce que les studios se sont justement mis en tête que leur réputation est désormais de niche, et que la tâche de maintenir leur image et leur popularité auprès des gens incombe désormais aux artistes ou aux sous-divisions. Par exemple, Jerry Beck et George Feltenstein en charge de la division archive de Warner Bros, qui continue de sortir un Blu-ray Looney Tunes ici et là, et de dépoussiérer des dessins animés iconiques. Cependant, leur fenêtre n'est plus aussi grande qu'elle le devrait. Ces personnages continuent à passer avant tout pour les propriétés de compagnies qui ne feraient que le strict minimum rentable avec. Et c'est possiblement ce qui s'est ultimement passé avec Popeye. Le conseil de Sony ne savait pas quoi en faire, était plus soucieux de conserver son association avec Genndy Tartakovsky, et parce qu'il ne savait pas quoi en faire, il a tenté de générer un résultat passe-partout pour ce qu'il pense que l'audience actuelle réclamerait dans ses envies de modernisation. Il faut réinventer de manière édulcorée parce que les enfants de maintenant ne sont pas familiers avec ce qu'ils sont. Et pour autant, Popeye continue à être diffusé à la télévision américaine, notamment sur la chaîne MeTV aux côtés d'autres cartoons populaires. Et c'est en pleine expansion avec la chaîne MeTV Toons pleinement dédiée aux dessins animés de toute époque. Il y a toujours moyen de faire redécouvrir des personnages comme lui, à la fois en préservant et en diffusant ce qui se faisait avant, et en racontant de nouvelles histoires en les mettant en vedette. Comme le souligne Jerry Beck, Popeye était le premier super-héros américain avant même que les super-héros n'existent. Le personnage de comic strip le plus populaire durant la Grande Dépression, Popeye est devenu la vedette numéro 1 des cartoons, devançant Mickey Mouse, durant les années 30. Quand ces cartoons ont été diffusés à la télévision durant les années 50, Popeye est devenu la vedette numéro 1 de la télé pour enfants de la génération Baby Boom. Je ne suis pas toujours partisan de faire revivre des personnages de cartoons classiques, il y a eu quelques échecs retentissants. Mais les héros populaires de cartoons du passé font désormais partie intégrante de la culture américaine, de notre histoire cinématographique et de notre patrimoine littéraire. Les légendes ne méritent pas de se contenter de survivre par le biais de rééditions. Leurs histoires doivent être racontées encore et perpétuées, comme avec Zorro, Robin des Bois ou Superman. Et tout ça, c'est bien dommage que non seulement le conseil de Sony d'alors, mais les gros studios de manière générale ne l'ont pas encore compris. Malgré ce que je disais sur ces icônes généralement identifiables au moins de nom, si aujourd'hui il y a de plus en plus d'enfants pour dire qu'ils ne connaissent pas Mickey Mouse ou Bugs Bunny, ce n'est pas faute d'avoir le potentiel de continuer à parler à notre génération actuelle. Il ne suffit pas d'espérer que l'intérêt se manifeste, il faut le générer et le maintenir. Et si nous sommes passés à côté de quelque chose avec ce film Popeye, il a pour autant bien exacerbé ce problème insistant qui parasite une époque cherchant à entretenir le toujours plus jusqu'à la boulimie, où les propriétés historiques ne sont plus que du contenu, et jusqu'à ce que ce qui décolle se raréfie. Et pourtant, le projet a réussi à nous parler jusqu'au-delà de la tombe. Vous auriez dû savoir que la tombe ne m'arrêterait pas. En 2022, le film a refait surface sous la forme d'une animatique complète qui a fuité des disques durs de Sony. Le film intégral sous forme de croquis, dont l'authenticité a été certifiée par une source rattachée au projet, et qui daterait du 22 novembre 2013 d'après le nom du fichier originel qui a fuité, soit la date du premier mail dont nous avons parlé envoyé par Avia Rad à Amy Pascal. En tout cas, elle nous a permis de bien cerner l'histoire du film, que je résumerai ainsi. Le père de Popeye va voir une puissante sorcière des mers pour guérir un Popeye bébé qui est gravement malade. La sorcière guérit le bébé, mais souhaite le garder pour elle. Alors son père l'envoie voguer en haute mer dans une caisse avec le joyau qui confère à la sorcière ses pouvoirs magiques pour qu'il soit hors de danger, et celui-ci atterrit dans la ville portuaire de Sea Haven, où il est placé à l'orphelinat, où il est rejeté à cause de son apparence et ses manières. Des années plus tard, lorsqu'il redécouvre le joyau et apprend que son père est retenu captif, il s'embarque sur les eaux pour le retrouver, mais est contraint de voguer avec la jeune Olive Oyl, parce qu'elle s'est retrouvée avec le joyau dérobé par l'éternel rival de Popeye Bluto, qui l'a donné à Olive dans le cadre d'une demande en mariage. À partir de là, le film est une traversée parsemée d'embûches dans des lieux exubérants face à des menaces qui ne le sont pas moins, et dont le thème exhibé est la redécouverte de soi, à la fois pour Popeye, le pauvre rejeté pour son apparence, et pour Olive, fille de bonne famille, à qui on ne laisse pas la possibilité de trouver sa propre voie. Pour avoir vu l'animatique dans son entier, que vous pourrez trouver quelque part sur Internet Archive, je ne pourrais dire que ce que l'on voit est irréprochable. Mais comme il s'agit d'un film misant beaucoup sur l'humour visuel par le biais de l'approche bien dimensionnelle de Genndy, ce n'est pas forcément évident à juger basé sur des croquis, même aussi savoureux que ceux dessinés par Steven De Stefano. Mais c'est les ébauches de quelque chose de prometteur. L'humour ne se vaut pas, ils ont quand même réussi à caser une blague de prout là-dedans, et autant j'aimerais rejeter la faute sur le conseil de Sony, je ne peux pas le certifier, mais le charme opère globalement, surtout dans la réinvention de la dynamique Popeye et Olive. Et j'apprécie que le script ne fasse pas d'elle qu'une demoiselle en détresse ou un personnage au-delà de tout slapstick juste parce que c'est la love interest. Olive est un personnage élastique et constamment soumis à la comédie physique dans les cartoons d'antan. Et c'est bien que cette version ne perde pas ça de vue et n'ait pas peur de la rendre aussi active dans ce département que ses compères masculins. Les voix sont celles que l'on entend dans le test
scénariste d'animation, que Genndy qualifiait de non définitive, vu que bon, on n'est jamais à l'abri d'un star talent mal placé en remplacement. Pour autant, dans cette animatique, c'est Bob l'éponge en personne, Tom Kenny, qui assure la voix du marin, et le choix est parfait. Tom parvient à raviver la façon dont les anciens comédiens comme Jack Mercer donnaient vie au personnage de manière si particulière, à la fois avec le ton grossier habituel et le ton plus léger que Popeye employait lors de ses multiples marmonnements improvisés. Before it was your ring, it was my jewel, so I'd really like it, well, I need it back, so if you don't mind. Well, I guess it's not stealing if it's already mine. Grey Griffin incarnait quant à elle Olive, et ce n'est pas un mauvais choix non plus. J'espère que Genndy et Sony considéraient vraiment l'opportunité de les conserver comme voix définitive. Même si j'imagine que du côté Sony, déjà qu'ils avaient peur que Popeye ne soit pas assez vendeur auprès de l'audience. Bref, au bout du compte, il s'agit là d'une petite aventure agréable, dont l'imagination est loin de rivaliser celle des flécheurs et dont les péripéties ne se valent pas constamment, mais qui est certainement témoin de la sympathie que Tartakovsky a pour le personnage. En pleine quête de soi pour découvrir ce qui avait charmé le réalisateur et bon nombre de gens chez ce marin certainement unique en son genre. Car peu importe ce que pensent les autres, que ce soit ceux qui l'ostracisent pour son physique ou un conseil d'exécutif ne croyant pas en son potentiel. Comme sa philosophie l'indique, au bout du compte, I am what I am. I'm Popeye the Sailor Man.